Cet homme qui me torturait à la section 4 de la prison d'Evin, que j'entendais, c'était Ahmadinejad, sous le pseudonyme de Mirzaï. C'est ainsi qu'il était connu des prisons. Est-ce que vous pouvez nous affirmer cela ce soir avec... 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés sous les ordres de Khomeini à l'époque. Rien qu'à la prison d'Evin, il y avait 12 000 prisonniers. Il n'en restait que 200 sur les 12 000. Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Genève à chaud. Alors c'est un peu la chronique d'un discours annoncé et j'ajoute que c'est assurément la chronique d'un dérapage annoncé. Tout le monde savait que ça allait se produire et ça s'est en effet produit. Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, est venu en Suisse. Monsieur Merz l'a reçu dans un dîner de travail hier soir. On s'attendait à ce qu'il y ait un discours violent sur Israël et il y eut en effet cet après-midi sur le coup de 15 h au Palais des Nations de Genève un discours violent sur Israël où le sionisme a été assimilé au racisme. Alors voilà, on va parler de cette chronique d'un discours annoncé, on va parler de cet inéluctable. Le cours des choses aurait-il pu être renversé? Monsieur Merz aurait-il dû s'abstenir hier de recevoir le président iranien, tant controversé pour ses propos sur la destruction d'Israël et sur la négation de la Shoah? Et quel jour a-t-il tenu ces propos? Quel jour? Eh bien, le jour même de Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la commémoration de la Shoah. En ce moment même, quelques centaines de personnes, peut-être 2 ou 3 milliers, devant le Palais des Nations, dont Bernard-Henri Lévy, dont Elie Wiesel, dont Simone Veil, l'ancienne ministre française, commémore la Shoah. Alors voilà un peu un choc de contraires. Et bienvenue à tous dans Genève à chaud pour en parler. On va recevoir dans un instant des Iraniens de Suisse. On va recevoir Martin Braunschweig-Graf qui est sur la place des Nations pour cette commémoration de la Shoah. On va recevoir Pierre Hazan, le porte-parole de la conférence de Durban. Et puis sur toute autre chose, on va recevoir le ministre tunisien des droits de l'homme sur ce plateau, le ministre tunisien de la justice et des droits de l'homme, monsieur Béchir Tekari. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Je vous demande de nous raconter un peu, vous avez regardé ce discours, cette intervention quand même tellement attendue du président iranien cet après-midi. Alors ce discours, j'aimerais commencer par le replacer dans un contexte, celui de Durban 2. Durban 2, c'était une conférence antiraciste qu'on avait décidé, beaucoup de pays avaient déjà dit qu'ils allaient la boycotter. Les États-Unis, Israël, l'Allemagne, l'Italie, en rapport à un Durban 1, il y a 8 ans, en Afrique du Sud, où des propos antisionistes avaient largement dérapé en propos antisémites. Alors, on a invité le président Ahmadinejad à s'exprimer en lui demandant d'avoir un discours un peu plus posé que d'habitude. Alors, je le cite aujourd'hui, cet après-midi. Ahmadinejad a critiqué l'établissement d'un gouvernement raciste instauré sur les territoires palestiniens après 1945, vivement critiqué les attaques israéliennes contre la population palestinienne à Gaza. Il faut mettre fin aux abus perpétrés par les sionistes. Alors ce qu'il faut dire, Audrey, c'est qu'au moment où Ahmadinejad prononce ces mots, on a regardé ensemble le discours, qu'est-ce qui se passe dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Bien, les pays qui avaient décidé de ne pas boycotter, de ne pas jouer le jeu de la chaise vide pour Durban 2, c'est-à-dire par exemple la France, sont partis au moment où M. Ahmadinejad a décidé de commencer un tel discours. Délégation européenne en a fait de même. Juste après les déclarations d'Ahmadinejad, beaucoup de réactions, celle de Nicolas Sarkozy, pour condamner très vivement. Oui, oui. Celle de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. On voit Ahmadinejad dans ce discours tout à l'heure. Voilà. Alors c'est diffusé à la fois sur le site de nos confrères du Temps et sur le site d'une télé privée française, Audrey. Globalement, cet orateur, vous l'avez trouvé comment face à l'Assemblée générale des Nations Unies, même quand il a été chahuté? Alors, il faut lui reconnaître qu'il est resté calme, très serein, un petit rictus, une bonne élocution. Il ne s'est pas laissé démonter. Je ne crois pas que ce fut une surprise. Je crois qu'il attendait aussi ses réactions. Maintenant, ce qu'il faudrait juste peut-être souligner, c'est à qui était destiné ce discours. Est-ce que le président iranien a parlé... Enfin, à qui a-t-il parlé? On rappelle qu'il est aussi il attend de se faire réélire. Donc ce grand discours, parce qu'il a condamné également l'impérialisme américain, c'est pas non plus une surprise. Donc
La question, je remercie Audrey, la question de la personne à qui s'adressait le président iranien, on va la poser demain notamment en Radio Cité, la question des destinataires du discours, est-ce que c'est pas plutôt son électorat pour une campagne électorale? Merci beaucoup Audrey Breguet. Alors nous avons sur ce plateau 3 opposants à l'actuel régime iranien. On va dire exactement qui sont ces hommes. Ce qu'ils font ici à Genève, ils s'exprimaient chez notre ami Guy Mettan à 11h30 dans le cadre du Club Suisse de la Presse, à la Villa La Pastorale. Nous avons Behzad Naziri, bonsoir. Behzad, je vous demande de prendre le micro. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir aussi Mostafa Naderi, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous parlez persan, donc vous parlerez iranien tout à l'heure. Et puis Behzad fera la traduction. Et puis Hamid Assalodaï, bonsoir aussi. Bonsoir monsieur. Vous parlez très bien français. Alors messieurs, on va dire très clairement, vous êtes des opposants au régime. Ça date bien sûr de l'époque du Shah, de la révolution islamiste de 1979. Dites-nous, Behzad, qui vous êtes et comment vous êtes devenu un opposant au régime islamiste en Iran depuis 30 ans. Nous sommes donc du Conseil national de la résistance iranienne, comme vous dites, avec un espoir de liberté et de démocratie. On avait renversé la monarchie, la dictature monarchique du Shah. Mais la dictature religieuse qu'il a remplacée a été pire parce que ce sont des atrocités, des exécutions, des lapidations, des tortures au nom de la religion. Or, les Iraniens, qui sont majoritairement des musulmans, actuellement se sont opposés à ce régime et se sont rassemblés dans une opposition démocratique, une coalition qui veut un Iran pluraliste, laïque, démocratique, donc qui veut la fin de ce régime. Alors c'est important ce que vous précisez, vous êtes des opposants de la première heure à ce régime, mais vous n'êtes pas pour autant des nostalgiques de l'époque impériale, mais pas des nostalgiques du Shah, c'est une troisième voie que vous souhaitez, ni le Shah, ni les mollahs. Absolument, c'est-à-dire ce que nous pensons, c'est que la seule solution pour l'Iran, c'est la démocratie. Le régime iranien fait un leurre à l'Occident en parlant de président de la République, parce qu'en Iran, il n'y a ni une république, ni un président. Ahmadinejad, qui est un homme de main du guide suprême, c'est l'ayatollah suprême, qui est au-dessus des lois et des pouvoirs. Et en Iran, il y a un fascisme religieux. Il faut le dire les choses par leur nom. Alors, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution. En même temps, monsieur Ahmadinejad, il y a quand même chez vous des processus électoraux, il y a des élections. Monsieur Ahmadinejad, tout diabolique soit-il à vos yeux, n'en a pas moins été élu par le peuple iranien à ces fonctions-là. Ce qu'on appelle élections, entre guillemets, ne sont qu'une mascarade électorale, c'est-à-dire un règlement de compte entre fractions du pouvoir, parce que qui dit élection dit participation de l'opposition, qui dit élection dit possibilité libre de participation des candidats, alors que les candidats en Iran sont filtrés par un conseil des gardiens de la Constitution qui empêche tout opposant et toute personne, hormis les gens du sérail, de prendre part à ces élections. Alors, par conséquent, il n'y a rien de démocratique dans ces soi-disant élections qui sont un leurre pour ceux qui sont en esprit naïf et croient l'Iran évoluer avec ce régime. Alors, Basile, vous restez avec nous. Vous avez fait 3 ans de prison. Votre voisin, l'homme qui est à votre gauche, cravate rouge, a fait 12 ans dans la sinistrissime prison d'Evin, qui était la prison du Shah à l'époque de la Sava et qui est devenue la prison des islamistes depuis leur arrivée au pouvoir en 1979. On verra aussi avec vous. Mais d'abord, nous sommes en direct avec vous. Pierre Azan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la conférence de Durban. À 7 h du matin, nous vous avions déjà dans notre émission radio, Pierre Azan. Vous nous disiez vous-même, si le président iranien cet après-midi dérape, alors les choses auront mal commencé pour Durban. Elles commencent mal, vous en convenez? Tout à fait, non, tout à fait. Soyons clairs, le président iranien a tenu des propos inadmissibles, inacceptables, et je crois que le secrétaire général des Nations Unies, à l'instant, vient de relever aussi. Il est complètement sorti des paramètres de la conférence, et il a essayé d'utiliser cette tribune à des fins politiques, et effectivement, tout cela est extraordinairement regrettable. Mais alors, question que je vous pose, que nombre de gens ne manqueront pas de vous poser, Pierre Azan, vous qui êtes porte-parole de la conférence de Durban 2, est-ce que ce dérapage n'était pas prévisible? On connaît la ligne idéologique du président Ahmadinejad. Est-ce que c'était tout simplement évitable? Écoutez, je ne sais pas si c'était évitable, mais si vous voulez, je crois que la question de fond, effectivement, c'est pourquoi d'autres chefs d'État responsables, démocrates de pays importants
président laisse une tribune pareille à un seul homme. Je veux dire que ce qui est véritablement regrettable, c'est que c'est l'absence d'autres personnes qui ont laissé effectivement un boulevard entier au président iranien. Et ça, je crois que c'est extraordinairement dommageable. Là, c'est par exemple la politique de la chaise vide de la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, Pierre Hazan. Alors oui, mais bon, alors je mettrai un bémol pour l'administration Obama. L'administration Obama fait suite à 8 années de présidence bushienne. Et donc l'administration Obama a décidé de revenir au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc elle est dans le processus de retour au multilatéralisme. Le multilatéralisme est important et l'administration Obama le reconnaît. Maintenant, elle est dans ce processus, si vous voulez, de rattrapage après la période de délitement de l'ère Bush. Alors, vous qui êtes porte-parole de la conférence de Durban 2, Pierre Hazan, j'imagine que vous êtes très sollicité